Président. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes là pour l'émission Il faut qu'on discute avec comme invité M. Pierre Naud, un spécialiste de l'assassinat du président Kennedy, un Français qui a écrit 2 livres sur l'affaire et qui va nous en parler. Comme d'habitude, je vais lui poser les questions traditionnelles. Bon, après une courte introduction, je vais lui demander de nous parler de son parcours intellectuel. Comment il a commencé à s'intéresser à l'assassinat de Kennedy. Quel est son parcours? Bon, il vous racontera, il est allé aux États-Unis, il a fait des recherches, il a lu les livres, enfin, il a fait pas mal de choses, il a fait des rencontres. Tout ça, c'est intéressant. Il va nous parler de son parcours. Et en deuxième question, je vais lui demander quelles sont les conclusions auxquelles il a abouti. Quelles sont les conclusions sur cette affaire qui sont les siennes aujourd'hui? Comme troisième question, c'est la suite. Évidemment, je vais lui demander quels sont les arguments clés, l'argument ou les arguments clés que vous avez pour nous dire voilà tel argument pour dire voilà ce que je pense. Voilà, pour appuyer les conclusions auxquelles il a abouti. Donc ça, c'est intéressant. Et avec un parcours aussi riche, je vais lui demander s'il a des anecdotes ou des choses spécifiques dont il voudrait nous parler. Et ensuite, bien sûr, en fonction de l'invité, forcément, je pose des questions spécifiques. Comme c'est un chercheur français qui a connu un peu tout le monde pendant ces 20 dernières années, je vais lui demander ce qu'il pense d'un de nos collègues chercheurs qui s'appelle William Raymond, qui a écrit également des livres sur l'affaire. Que pense-t-il des thèses de William Raymond? Le public sera intéressé. Je demanderai à M. No ce qu'il pense de la balle unique, qui est quand même un élément clé, j'allais dire, de cette histoire, qui est un point vraiment important. Que pense-t-il du film Zapruder également? Ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? Ça, c'est aussi une thèse qui a été vraiment débattue dans les années 2000, ça pourra être intéressant. Je vais lui demander ce qu'il pense des photos d'Oswald dans son jardin, ce qu'on appelle les backyard photos. Sont-elles authentiques? Sont-elles truquées? Comme il a écrit beaucoup sur Oswald, je lui demanderai de nous parler du personnage de Lee Oswald, ce qu'il peut nous dire sur lui. Et enfin, je demanderai à M. No qui a tué Kennedy et pourquoi. Voilà, bon après c'est une discussion à bâton rompu, donc il y aura peut-être évidemment des changements ou en tout cas des points autres dont nous parlerons, mais ces points-là sont, je pense, importants. Donc voilà, Monsieur No, à vous la parole, je vous écoute. Bien, alors, je vais commencer par le début, c'est-à-dire depuis quand je m'intéresse à l'affaire. Alors, c'est une longue histoire, puisque je suis âgé de 72 ans, donc forcément, j'ai quand même pas mal enfin, de feedback, comme disaient les Anglais. Alors, je me trouvais aux États-Unis au moment de l'assassinat, non, je me trouvais en Guadeloupe, pardon, au moment de l'assassinat du président Kennedy. Donc, j'avais 11 ans à l'époque. Et c'est un événement qui m'a particulièrement marqué pour plusieurs raisons, je pense. Une des raisons majeures, il faut remonter un an avant, lors de la crise des missiles à Cuba, donc en 1962. Nous étions très près de Cuba, hein, puisque la Guadeloupe de Cuba, il y a quoi? Il y a même moins de 1000 kilomètres, quoi, hein, donc c'est quand même assez proche. Et j'ai encore en mémoire enfin, les conversations et puis le body language de mes parents qui étaient très inquiets parce que personne ne savait comment ça allait tourner, quoi. Enfin, donc, voilà. Et alors, évidemment, c'était beaucoup moins médiatisé que maintenant, donc on a eu que comment dire, des informations parcellaires qui ont été après consolidées et enrichies par la suite, bien sûr. Mais bon, dans le conscient collectif de l'époque, c'était avec les moyens dont on disposait d'informations, c'était Kennedy avait réussi donc à convaincre Khrouchtchev de faire marche arrière. Voilà. Alors après, très rapidement, enfin quelques années plus tard, effectivement, quand on a appris que c'était en fait qu'un retour des choses, puisque Kennedy, enfin l'administration américaine avait déployé des missiles en Turquie dirigés vers les provinces du sud de l'URSS, Khrouchtchev avait tenté le coup, enfin, en disposant de ces fameux missiles. Voilà. Donc, et puis surtout, il y a un personnage dont on ne parle pas assez sur ce sujet, d'ailleurs, enfin, je trouve même maintenant, c'est surtout, enfin, la crise des missiles avait été à l'époque débloquée grâce à l'habileté et au feeling de Robert Kennedy, qui lui avait décidé, enfin, avait convaincu son frère de ne répondre qu'au premier message qu'avait envoyé Khrouchtchev, qui était plus conciliant que le second, où il avait dû se faire reprendre par le Politburo, où il était beaucoup plus ferme. Et donc, comme il avait écrit, il a répondu donc au premier, et là, Khrouchtchev a été un peu coincé. Donc, du coup, il a fait marche arrière, enfin, ça s'est arrangé, parce que, bon,
Je pense aussi que le bon sens a prévalu à un moment donné, puisqu'en fait, aucun des deux n'avait intérêt à ce que la guerre nucléaire se déclenche. Voilà. Alors d'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, il y a un livre que j'ai en français et en anglais, c'est JFK et l'indicible de Douglas, qui est vraiment... Alors, il va, sur l'assassinat lui-même, il parle peu, mais il essaye de montrer comment l'assassinat a pu être, hein, parce qu'il n'est pas complètement formel, mais a pu être, disons, la conséquence de certaines décisions de Kennedy. Il faut dire que, par exemple, pour revenir à Cuba, il y avait des généraux, des va-t-en-guerre à l'époque, qui étaient vraiment ses plus proches collaborateurs, Curtis LeMay, et puis le second, c'était, enfin peu importe, il y avait donc Curtis LeMay, et puis le second, c'était, oh vite, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Et eux ne préconisaient, en particulier Curtis LeMay, ne préconisaient des frappes nucléaires préventives sur Cuba. Quand on y repense, c'était pas des bombes atomiques tactiques, hein, de 50 kilotonnes, c'était ça se chiffrait en mégatonnes, donc c'est complètement fou. Et quand Kennedy, enfin donc entend ça, il est complètement sidéré, enfin il est affolé d'avoir des proches collaborateurs, et donc il s'est mis un peu à dos, enfin donc et ça venait en plus après l'épisode de la baie des cochons, donc ce qui fait que ça finit par créer un climat et une espèce de défiance des militaires vis-à-vis de la présidence et inversement. Voilà. Donc, alors ça explique pas que plus tard ils ont décidé de le tuer, hein, ça c'est autre chose. Hein. Mais il y a quand même, il y avait un climat qui était vraiment assez délétère plutôt entre les deux. Bon. Après, les Kennedy n'avaient pas que des qualités non plus. Hein, il faut être objectif. Voilà. Donc tout ça pour dire que ben, donc quand je suis revenu en France en 1965. J'ai commencé à avoir mes premières lectures, hein, ça a été eh bien celui, comme un peu tout le monde, celui de William Manchester, hein, donc la mort d'un président. Et très rapidement après, enfin, une fois que mon père avait lu ce livre, c'est celui de Mark Twain, L'Amérique fait appel, donc qui avait été édité par Artaud à l'époque. Ça a été les deux premiers livres qui ont été enfin, édités assez rapidement, en 67, 68, quelque chose comme ça. Hein. Enfin, mais c'était l'époque. Voilà. Et puis après, ben, je me suis jeté sur tout ce que je pouvais trouver sur l'assassinat. Enfin, c'était une passion. Un jour, un journaliste m'a dit, mais c'est l'affaire d'une vie. Et il n'a pas tout à fait tort, c'est un peu ça. Alors pourquoi je me passionne pour ça? Bah, c'est comme toutes les passions, hein, il y a une part de subjectif important qui fait que bon, ben voilà, je me suis intéressé à ça et je m'intéresse toujours hein, parce que c'est une affaire tellement vaste alors évidemment après avec des évolutions, hein, bien sûr, puisqu'au départ il y a ben, le refus d'admettre, c'est ça, enfin comment un paumé, qui était présenté comme tel, parce que je pense qu'il n'était pas si paumé que ça, a pu comme ça, décider et puis mettre à mal, l'équilibre de la planète, il faut bien le dire. Et surtout, ce qui m'étonnait, c'est comment, et après, bon, comment cet homme-là, qui était accusé du meurtre le plus fou de l'histoire, et puis être abattu aussi facilement. Donc, disons, ça en était trop, quoi. Je me souviens encore de l'époque, c'était fou, quoi. On disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible que dans un pays comme les États-Unis, ça tourne comme ça. Donc forcément, bah, on refusait d'admettre la vérité, quoi. C'est-à-dire enfin la vérité, oui, une partie de la vérité, parce que j'y reviendrai plus tard, mais je pense que, enfin, pour moi, il n'y a pas de doute, Oswald a tiré sur Kennedy et a été l'a abattu. Pour autant, était-il seul ou pas? Ça, c'est un autre débat. Je me concentrerai plus tard sur ça. Voilà. Donc, mais ça, cette démarche, je l'ai fait bien après, c'est-à-dire en fait au bout d'un moment. Alors, c'est toujours pareil, hein, j'ai lu et relu euh, qui pour moi est la fameuse Bible. Alors pourquoi? Pas parce que j'ai découvert la révélation tout d'un coup, mais
quand j'étais en Angleterre, un peu plus tard, en 2000, enfin, entre 2006 et 2008, j'ai eu la chance de rencontrer Ian Griggs, bon, qui avait d'autres défauts. J'étais pas d'accord avec lui, parce que lui prétendait qu'Oswald n'avait pas tiré, enfin, il avait été manipulé dès le départ, et jusqu'à sa mort, il a maintenu cette version. Mais il m'avait dit, je lui avais dit, mais quel est votre livre le plus, enfin même ton livre, puisqu'on se tutoyait, et il me dit, la commission Warren. Alors j'ai cru enfin le rapport Warren, mais je lui ai dit, mais you're killing me. Je lui ai dit, et puis il m'a dit, mais non, parce qu'en fait, pour pouvoir bien critiquer enfin, disons, la thèse officielle, ben, un peu moins des choses, c'est de la lire. Et donc, effectivement, alors, je l'avais lu avant, mais là, je l'ai dû relu, les témoignages, etc. Et tout, enfin, voilà. Ce qui m'a permis d'apporter un sens critique enfin, ce rapport. Mais on y reviendra peut-être plus tard en détail. Voilà. Ensuite, bien, donc tout ça pour en venir à la question initiale. Eh bien, effectivement, je continue tout le temps. Je lis sur Oswald, j'ai pratiquement, enfin, tout ce que j'ai pu lire sur Oswald, je l'ai lu. Je me suis moi-même, donc effectivement, j'ai écrit 2 bouquins sur l'assassinat, sur Oswald, ce qui prouve bien que, enfin, parce que pour moi, les deux sont indissociables. Et alors, là où j'ai commis peut-être, enfin, j'étais un peu audacieux, effectivement, ce que je trouve quand même très compliqué, enfin, inacceptable, bon, c'est beaucoup de choses sur Oswald, mais il y a des pans sur lesquels, enfin, de son parcours, sur lesquels on est quand même assez, enfin, on manque d'informations encore. Et alors, c'est peut-être des détails, mais vous savez que les détails font la différence, ce sont les détails qui font la différence, et donc on ne peut pas les négliger. Alors, euh, alors les détails qui font la différence, on présente toujours un pot. Alors, je suis parti de l'hypothèse, alors, est-ce vraiment un paumé ou pas? Ben, alors, ce qui est frappant, déjà, c'est son jeune âge. Il a 24 ans à peine, mais c'est au moment de l'aboutissement de son geste fou. Mais moi, ce qui est intéressant, moi, je pense que tout se passe avant, c'est-à-dire bien avant. Alors déjà, son enfance, qui est absolument horrible, puisqu'en fait, il avait une mère qui était... Enfin, d'ailleurs, son frère Robert Oswald en parle en des termes encore plus durs que bien d'autres, enfin, qui ne pensait qu'à elle. Enfin, enfin, elle était déséquilibrée complète, quoi. Enfin, et je pense qu'elle porte une lourde responsabilité dans son parcours. Et il intègre les Marines, donc déjà, il n'est pas complètement stupide parce qu'on lui confie, donc même si c'est un poste, enfin bon, subalterne à Atsugi au Japon, enfin, tout ce qui était détection radar, donc il n'était quand même pas complètement idiot. Il apprend le russe, qui est quand même pas une langue facile. Tout seul, enfin, je trouve qu'il parle beaucoup, enfin, il parlait plutôt bien le russe pour quelqu'un qui était complètement autodidacte. Donc ça, alors comment, il n'y a peut-être rien d'extraordinaire là-dedans. Peut-être qu'il a rencontré un autre collègue qui parlait lui aussi le russe, qui s'est jamais découvert ou toute autre façon. En tout cas, il parle le russe, il le parle correctement. Il a à peine 17 ans quand même. C'est quand même jeune. Ensuite, après, alors moi, ce qui m'a le plus interpellé, et j'ai pas de réponse pour l'instant, quand il décide enfin, de d'augmenter, enfin, disons, d'améliorer ses connaissances, il décide, donc, déjà, il réussit à convaincre les Suisses de l'accueillir quand il va dans ce fameux collège en Suisse, quand il devait aller dans ce fameux collège en Suisse pour pouvoir, une fois qu'il quitte les Marines, hein, donc, il a décidé, ben, je vais aller là-bas pour parfaire mes connaissances. Bon. Il prend un bateau, toutes ses économies passent, il arrive donc au Havre. Normalement, il aurait dû descendre du bateau. Et là, brusquement, il décide de ne pas descendre, il va à Southampton. Jusque-là, tout est clair. Après, de Southampton, on le retrouve dans un hôtel, à l'hôtel Torny, à Helsinki. Et là, la commission Warren, toutes les agences enfin, toutes les agences, surtout la commission Warren, s'est cassé les dents et n'a pas été en mesure on n'a pas d'éléments concrets. Il n'y a aucun billet d'avion. Bon, il y a l'autostop, c'est compliqué. Il aurait dû au moins prendre de ferry. Voilà. Donc, alors la thèse que j'avais entendue, c'était que c'était un agent dormant, comme il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Il n'a pas été le seul. Hein, donc, en Union soviétique à y être allé.
D'ailleurs, des agents dormants qui n'ont jamais été réveillés, et souvent pour certains qui sont revenus après sans avoir fait quoi que ce soit, quoi. Et là, on le retrouve à l'hôtel Helsinki, puis alors là, après, tout est clair. Il obtient un visa touristique pour aller en Russie, etc. Tout. Enfin, donc après, l'histoire, c'est une autre histoire. Là, ça, alors comment il y est allé, c'est ça. Et ça, j'ai pas de réponse. Et je pense pas qu'il en existe une. Alors, est-ce que il est allé dans un avion militaire enfin, sur lequel, enfin, ou tout autre moyen, je n'en sais rien. Pour moi, c'est un peu frustrant parce que c'est un détail, mais qui est important. Alors, on me dit souvent que c'est de l'hypercriticisme. Non, c'est pas du hypercriticisme, c'est vraiment, c'est quand même, quand on étudie quelque chose, on a le devoir d'essayer de trouver, enfin, d'apporter une réponse. Alors, si quelqu'un me l'apporte un jour, ben ok, d'accord, hein, et ça sera inutile d'insister, quoi. Voilà. Alors, c'est un petit détail. Mais alors, il y a des petits détails comme ça qui font que on dirait c'est comme s'il s'ingéniait, ou alors, malgré lui peut-être, à entretenir une part de mystère autour de lui. C'est-à-dire, en fait, il aime bien le culte du secret, il va. Voilà. Bon, et après, c'est vraiment. Bon, il est un peu mytho aussi, hein, enfin, donc il faut quand même pas l'évacuer. Voilà. Alors, un petit livre, là, alors, qui a une petite anecdote. Vous connaissez ce livre? Celui de Ernst Oui. Titowitz. Voilà. Alors, j'ai eu la chance, si on peut dire, c'est tout à fait par hasard que je l'ai eu. Je me trouvais donc je sortais de la boutique du Sixth Floor Museum. Là, donc, j'avais acheté 2, 3 livres. Et là, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était dans le même hôtel que moi, l'Holiday Inn, là, qui était sur le plateau. Et il me dit, hier j'étais à une conférence, c'était avec Ernst Titowitz, c'était intéressant et tout. Enfin, voilà. Ah, je dis, ouais, ouais, mais sûrement, j'ai vu son livre donc, à JFK Lancer, là, enfin, dans l'organisation, dans la bibliothèque, mais je trouve qu'ils y vont un peu fort. Ils le vendaient à 60 $, quoi. Enfin, donc, bon, c'est un livre de poche, quoi, hein, il ne faut quand même pas abuser. Ah, il me dit, ça vous intéresse? Vous en voulez un? Je dis, comment ça, vous en voulez un? Ben, quand même, je vais vous le payer. Ah, non, 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 vous ne me le payez pas. Parce que Ernst Titowitz, quand il a appris le prix que Lenzer vendait son livre, il était furieux. Il avait avec lui une caisse de livres, comme ça. Et il a dit, eh ben, je vous donne la caisse, parce qu'il devait repartir, et vous la distribuez à ceux qui veulent bien et qui sont intéressés par eux. Ça, c'est quelque chose, et chaque fois que je peux le faire savoir, je le fais savoir, parce que il y a quand même, c'est assez rare dans ce milieu-là. Et ce bouquin est super intéressant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super intéressant parce qu'il y a bien. Là, si on veut tout savoir d'Oswald en URSS, enfin tout ce qu'il est permis mais surtout leur complicité, enfin ces doutes aussi qu'ils partagent font que ça aide à la compréhension du personnage. Voilà. C'est au moins à éclairer un petit peu ce qui est encore un peu nébuleux. Voilà. Donc voilà pour mon parcours, pour mon parcours, qui est toujours en cours. Voilà. J'insiste beaucoup effectivement sur un point où il faut vraiment tout lire, c'est-à-dire pas forcément ce qui nous intéresse. Et alors, c'est l'occasion aussi pour moi de rendre hommage à 2 personnes dont on parle peu finalement. C'est Armand Moss. Essayez de les mettre un peu plus haut, les livres, quand vous les Ah, montrez à la caméra. Oui, voilà. impeccable. Hein, Super. voilà. Super. Armand Moss, alors c'est un monsieur qui a écrit ça en 63, La Oui. fausse énigme de Dallas. 63? Attendez, peut-être un peu Non, plus, non, un peu un plus peu tard. plus tard. Bien, en fait, il dit tout Ouais. avant Posner, avant Jim Moore. Voilà, donc il dit tout en plus en français. Voilà. Il y a aussi Morvendu Hamel, c'est un livre aussi Ah oui. qu'on ne connaît pas assez à mon sens. Voilà. Bon, puis tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, Commission Warren, j'ai même aussi l'exemplaire en français, hein, donc en 2 tomes. Voilà. Donc voilà, tout ça, donc mon cheminement était le suivant. Donc j'essaie de tout lire. Alors, à ce propos, il y avait un livre qui m'avait aussi, j'avais lu assez rapidement, Six Seconds in Oui. Dallas. Alors, ce monsieur, donc, qui s'appelle Joseph Thompson, a écrit enfin, il a fait un update, hein, de son bouquin récemment. C'est celui-ci, c'est The Last Second in Dallas.
sur lequel il revient d'ailleurs. On en Tout petit parlera. peu plus haut. Oui, Oui, impeccable. Super. Oui, oui. il en Mhm, parlera sûrement. Enfin, on en parlera sûrement peut-être plus tard. En mhm. fait, il a repris, il y a une étude complète qui a été refaite. Enfin, il a surtout fait une synthèse des recherches qui ont été faites par Donald Byron, comment il s'appelle déjà? Thomas, voilà, Thomas, qui est un, bon, alors, tous les deux sont des PhD, hein, donc bon, c'est des gens d'un certain niveau, qui lui bon, a des hautes responsabilités dans tout ce qui est développement dans l'agriculture, mais qui est un passionné de l'affaire et qui a écrit son fameux livre Hear No Evil, donc qui est un pavé, hein, mais alors sur lequel il revient un peu sur tout. Je ne l'ai pas su. Jamais. Oui, ok. Ah ben celui-ci, il faut le lire, hein, D'accord. c'est intéressant. Enfin bon, après, Hear No Evil. Et alors justement, lui parle de la, entre autres, des fameuses bandes du DPD, hein, donc, qui ont été l'objet de controverses. Bon, parce que l'affaire a failli tomber en eau de boudin, si j'ose dire, quand effectivement il y a eu un décalage, enfin il y avait, sans revenir trop dans les détails, bon, il y avait deux systèmes d'enregistrement pour le 1 et le canal 1 et le canal 2. Et à un moment, il y avait des crosstalk, c'est-à-dire en fait des retours sur le 1 du 2 et inversement. Voilà. Alors, les... c'est la démarche scientifique, ça il faut bien, j'insiste là-dessus, du HSIA, de BBN et de ceux qui ont consolidé les conclusions de BBN, donc ont mis en évidence bon, des ondes enfin, disons, qui étaient caractéristiques de coups de feu. Voilà. Ça s'arrête là et qui était donc caractéristique de la forme de Die Plaza et surtout des systèmes de réverbération qui pouvaient inclure. Alors, ok, bah, tout le monde était content. Alors, effectivement, là, là où ça, bon, on se demande pourquoi tout ce travail coûteux, parce qu'effectivement, manifestement, quand on regarde les résultats de l'autopsie, même s'il y a beaucoup à dire sur l'autopsie, il y a quand même, bon, on ne peut pas arriver à l'évidence. Enfin, manifestement, le coup fatal n'a pas pu venir du, du Grayson. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison ben, que si la balle était rentrée comme ça, ben, l'autre partie de la tête aurait été soufflée, quoi. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que, bon, c'est pas ça. Enfin, donc, le coup de feu n'a pu être que raté. Voilà. Pour quelle raison, j'en sais rien. Alors, c'est vrai que quand on va sur place, c'est énorme. On dit, mais comment il a pu rater un truc comme ça? Enfin, c'est pas. Alors, après, dans un tir, pour avoir quand même un peu tiré dans ma jeunesse, enfin, puisque j'ai été pendant quand même 32 ans dans l'armée de l'air, donc je sais un peu de quoi je parle au niveau de tout ce qui est arme à feu, c'est jamais gagné un tir, hein. C'est jamais gagné, surtout quand on est sur une cible mouvante qui vient vers soi. Et puis surtout parce qu'il faut corriger en azimut et en site, quoi. C'est-à-dire en fait en vertical et en horizontal. Et avec la voiture, même si elle va pas vite, ça fait rien. Donc ou alors il a été, enfin voilà, pour une raison X, s'il a tiré, manifestement, eux disent qu'il a tiré puisque les enregistrements sonores le disent. Alors, effectivement, vous allez me dire, les enregistrements sonores, mais il y a les fameux crosstalk disent que ben non, les impulsions, elles ont lieu quelques minutes après. Alors c'est là où Thomas rentre en lice euh, et repris par Thompson. Alors, le All Everything Secure till homicide come, ben, ça c'est sûr, ça c'est incontestable, ça arrive 1 minute 30 après. Par contre, ce qu'oublient souvent les critiques, le I'll check it, qui est prononcé par, j'ai oublié son nom, lui intervient pile poil au moment du premier coup de feu. Voilà, ça c'est ce qui montre, et c'est montré par des courbes, enfin bon, c'est une démarche vraiment scientifique. Et là-dessus, ben, il n'y a pas eu de réponse par la partie adverse. Bon, après, c'est un détail, hein, parce que de toute façon, comme le coup de feu n'est pas, c'est pas le coup de feu fatal, donc il ne peut pas être fatal. Donc, voilà. Mais quand même, pour la rigueur du raisonnement, il faut quand même malgré tout le garder. Alors, autant j'avais pas trop aimé le premier livre de Thompson, bon, parce que il était un peu trop partisan. Là, il a adopté une démarche un peu plus scientifique. Donc, voilà, donc ça a été. Par contre, Thomas, lui, c'est autre chose, quoi. Enfin,
enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est quand même quelqu'un qui fait, qui est quand même beaucoup plus crédible. Ouais, on va dire les choses comme ça. Voilà. Euh, donc, après, il fallait savoir où est-ce que j'en étais maintenant, ou alors c'est pour la première. Oui, j'allais vous demander, Oui. puisque vous êtes une référence dans le milieu des chercheurs sur l'assassinat de Kennedy en France, quelles sont vos conclusions aujourd'hui? Alors, mes conclusions aujourd'hui. Alors, Oswald a tiré, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il a atteint le président, c'est encore sûr aussi. Là où je diverge par rapport enfin, tu vois, à la thèse officielle, c'est sur la balle fatale. Moi, je pense que la balle fatale, alors, j'ai un parcours qui a évolué il y a quelques années, hein, en 2000, alors non, déjà interpellé en 2003, mais c'est surtout en 2008 et 2013 que ça a évolué. Alors, pourquoi en 2003? Parce que j'étais allé donc à la première réunion de JFK Lancer, qui se trouvait d'ailleurs à tous les diables. Enfin, c'était pas très commode. Enfin, c'était à tous les diables. C'était en allant vers le Parkland Hospital, mais bon, enfin, il fallait. Et là, il y avait une dame que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui a, qui, qui nous qui a jeté un froid dans l'Assemblée, puisque les certitudes enfin, de beaucoup de gens, et dont je faisais partie, sur le Grassy Knoll à l'époque, hein, donc bon, le coup de feu fatal, elle a dit, mais attendez, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être de là. Le coup de feu ne vient pas de là. Ah. Alors elle, son raisonnement, alors, vous connaissez, alors je parle forcément vous connaissez, Sherry Pfister. Oui, la sœur de Ouais, ça, Deborah Conway. Ouais. alors, en dehors de la sœur Oui, de Conway, c'est quand même quelqu'un de très crédible, c'est une scientifique, oui, et qui est, enfin, sa théorie, enfin, c'est pas sa théorie, sa base, c'est le Bloodstain Pattern Analysis, donc qui a fait ses preuves, qui a été, en fait, c'est l'analyse, enfin, en deux mots, quoi, enfin, disons, de l'allure, entre guillemets, des projections de sang qui permettent de déterminer l'endroit d'où vient le missile. Alors, alors, elle nous avait distribué un petit rapporteur avec un plan. Alors, son truc est assez simple finalement. Et puis, enfin, elle était assez factuelle. Elle dit quand on observe, alors, j'anticipe un peu on en avait déjà parlé quand on s'était rencontré à Dallas. Pour moi, le film de Zapruder a toujours été vrai. Hein, il est pas... Alors, pour deux raisons. Déjà, d'une part, c'est très compliqué de modifier un film 8 mm. C'est quasiment. Et surtout dans les délais impartis, quoi. C'est impossible. Et puis, quel intérêt? Puisque chaque thèse peut y voir, peut y trouver son intérêt. Alors, quand même, mais ça, c'est assez récent. Et en fait, ça, on le doit, je pense, à Posner. Parce qu'au départ, en 2003, quand je fais une petite digression, en 2003, quand je suis allé au Sixth Floor, il y avait le film de Zapruder qui défilait, mais il s'arrêtait avant le coup de feu fatal. On ne pouvait pas voir le coup de feu fatal en 2003. Alors la raison, c'était bon, c'était choquant, il fallait pas, pour les âmes sensibles, il fallait pas les choquer. Voilà. Sauf que quelle n'a pas été ma surprise en 2008 de voir que ben, là, maintenant, le film était dispensé enfin, dans sa totalité. Et en 2013, pareil. Et ça, je pense qu'on le doit à Posner, qui lui donc a dit, ben ouais, le film est authentique et surtout, alors pourquoi la grosse contribution qu'il a apportée, c'est de dire, ben voilà, il y a eu trois coups de feu, le premier a raté sa cible, ce que n'avait pas d'ailleurs, parce que la commission Warren n'a jamais été formelle. Elle a dit, c'est peut-être le premier, comme c'est peut-être le troisième, voire même, comme d'autres chercheurs le pensent, que c'est un éclat d'une des deux balles, enfin, c'est probablement soit la fatale, probablement la fatale. Alors, euh, tout ça pour dire que donc Sherry Pfister, donc pour en revenir à elle, nous dit bon, pour moi, quand je fais l'analyse, j'observe la tête de Kennedy. Alors, elle dit elle se base sur l'autopsie. L'autopsie, pour elle, il y a pas, elle n'a pas remis en cause une seconde l'autopsie. Enfin, les résultats, enfin, non. Si je me fie à l'autopsie, c'est impossible. Et alors, Kennedy, au moment où il est touché, était légèrement enfin, vers sa femme, couché, et la tête
regarder dans une certaine direction, donc avec un rapporteur. Et là, eh bien, elle dit, ben voilà, pour moi, le cône possible se situe, si un tireur il y a eu, il se trouvait sur soit le South Knoll, soit, enfin voilà, probablement sur le South Knoll, puisque je vois mal être sur le pont à la vue, aux yeux, à la vue de tout le monde. Bon. Alors, bon, ok. Alors c'est marrant, tout à fait par hasard, je suis tombé sur Dale K. Myers, qui a beaucoup écrit sur Tippit, aussi s'est intéressé à la balistique. Et à un moment, d'ailleurs, il dit que si une balle de devant est la seule possibilité, alors qu'il ne s'était pas concerté avec, effectivement, lui, le tireur aurait dû se trouver à cet endroit-là, enfin, dans cette zone. Voilà. Donc les deux concordent. Et là, enfin, actuellement, je pense que la balle fatale a été tirée de là. Je Ah oui, pense. d'accord. Je pense que. Ben, c'est-à-dire, scientifiquement, il y a des choses qui le prouvent. Alors maintenant, reste, attendez, c'est pas acquis, hein. Mhm. Je pense, hein, j'ai pas dit c'est de là. Je pense que c'est de là, ça ne peut être que de là si on essaye de tout faire concorder, disons, l'autopsie, enfin les dégâts que l'on constate, c'est un fait, et la possibilité d'une balle ben, qui vient de devant, elle ne peut devenir que de là. Voilà. Alors, après, comment enfin, a-t-il fait pour ne pas pour paraître, enfin, pour ne pas se mettre en évidence, être mis en évidence? Ben, tout simplement parce que bon, ben, de toute façon, tout se concentrait sur la partie nord d'Elm Street, non, enfin oui, pas oui, d'Elm Street. Il y avait et l'autre, la partie sud, c'est quand même moins. Et quand je suis allé sur place plusieurs fois, effectivement, bon, c'est faisable, c'est cohérent. Chez Pfister, son livre est remarquable. Il est un peu fastidieux parce qu'elle est vraiment, comme tous les experts, c'est très fouillé, très. Enfin bon, il y a. Mais et après, donc c'est une dame qui malheureusement a été emportée par un cancer foudroyant il y a quelques années, enfin en 2018, hein, si ma mémoire est bonne. Quand je l'avais abordé, c'était en 2008, et à deux reprises en 2013. Et à chaque fois, elle m'a dit, mais venez, je vais vous montrer sur le knoll. Et on a passé un moment, oui, c'est pas Ah possible, oui. etc. et tout. Non, quelqu'un devant. Et puis, alors, autant elle a une personnalité très différente de sa sœur. Hein. Sa sœur, c'est autre chose. Hein. Parce que, bon, l'autre, je la trouve pas très sympathique d'ailleurs. Enfin, comment elle s'appelle non, Les bras comme Debra, voilà, Debra. Non, elle est moins avenante en tout cas que sa sœur. Enfin, voilà, D'accord. c'était sa sœur. C'est subjectif, ça. Hein, Mhm. Donc voilà. Alors, pourquoi il y a un autre livre qui m'a frappé. Alors là, c'est un livre enfin, de référence. Je sais pas où je l'ai fichu. C'est le livre de Jim Moore. Oui. Jim Moore. Parce que Jim Moore, il est quand même. Alors, pour lui, c'est Oswald, mais pour lui, il a tiré que deux fois. Et alors, au début, je dis, mais c'est pas possible. Et finalement, je pense, alors, il faudrait que je le relise, peut-être que ça m'a échappé. La seule façon d'expliquer ça, et j'en viens au troisième coup de feu. Le premier coup de feu, bon, selon Jim Moore, c'est la fameuse, c'est la balle, enfin dite, enfin que j'aime pas dire magique. Moi, il n'y a rien de magique dans une balle. C'est une balle, la balle unique. La balle unique, voilà. Et, et ensuite, après, il y a eh bien la deuxième balle qui atteint Kennedy à la tête. Voilà. Là-dessus, il est conforme enfin, disons, à la thèse officielle. Pourquoi il dit ça? Enfin, je pense qu'il dit ça parce que quand il y a eu le recueil des douilles, Mhm. quand ils sont arrivés, donc il y avait encore une balle, enfin, non tirée dans le fusil, et il y avait trois douilles par terre. Voilà. Deux douilles avaient été présentées, des douilles qui avaient l'allure de douilles qui les aient tirées, et la troisième, c'est la commission exhibit de mémoire, ça doit être là 543, quelque chose comme ça. 543. Qui est indenté à un moment sur Mhm. le sommet. Voilà. Ça, c'est la caractéristique d'une balle, enfin d'un étui qui a été remis dans la chambre et avec. Voilà.
Alors, est-ce que ça a été fait ça a été manipulé par quelqu'un qui était sur place? Parce que là aussi, là, pourquoi il y a beaucoup de doutes dans cette affaire? C'est parce que le recueil et la gestion des pièces à conviction dans cette affaire est assez catastrophique. Faut bien le dire. J'irai dans les détails, hein, si vous souhaitez. Parce que c'est fou, il y a des preuves qui sont intangibles, qui sont vraiment, enfin bon, qui sont vraiment, eh bien, à cause de manipulations qui ont été faites par manque de rigueur. Par exemple, quand Fritz arrive, il voit les balles, enfin, les douilles par terre, il ne trouve rien de mieux que de les prendre à main nue, les mettre dans sa poche. Et là, il y a Studebaker qui dit, attendez, chef, je n'ai pas pris en photo. Et là, il les remet en place. Mais là, enfin, cette preuve qui est vraiment indiscutable, et je suis sûr que si Oswald a eu un procès, son avocat, ce serait fort de dire, attendez, mais la preuve est nulle, là, ça a été manipulé, donc voilà. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense que dans cette affaire, il y a beaucoup, beaucoup de doutes à cause de ça, à cause de la... Tipit, c'est un autre exemple, on en viendra peut-être plus tard aussi. C'est pareil. Quand on voit, j'ai oublié son nom, qui récupère les douilles et qui les met dans son paquet de Winston vide, là, voilà, bon, il y a un recueil et là, c'est pareil. Alors bon, après, on a fait des faux mystères parce qu'en fait, on oublie de dire que le revolver avait été réalisé pour pouvoir accueillir des balles, enfin, qui étaient plutôt américaines parce qu'ils préféraient les fameuses, parce qu'il y avait, enfin, qui étaient donc plus usitées. Voilà, donc il n'y a rien de mystérieux. Il a tiré avec deux types de balles qui permettaient, quoi. C'était. Bon, puis là, il n'y a pas de débat. Enfin, de mon point de vue, il a tué Tipit parce que pour moi, c'est la pierre de Rosette de l'assassinat. Voilà. Enfin, de tout ce qui s'est passé. Et qui conforte enfin, la culpabilité d'Oswald, enfin, alors, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure, mais enfin, voilà. Donc voilà, j'en reviens j'en étais à Sheriff Lister, donc et surtout à Jim Moore. Donc je pense que c'est ça, il a pris ces deux balles parce que l'autre, c'était une balle que Oswald a éjectée avant de tirer, sûrement. Et puis, bon, il y avait deux balles, enfin, il a tiré les deux autres balles suivantes. Alors donc, alors, à l'appui de cette affirmation, quand même, il ne faut pas perdre de vue que quand le DPD a été obligé de remettre toutes les pièces à conviction le soir même au FBI, deux étuis ont été remis, simplement. Et l'étui édenté a été remis au FBI officiellement le 27 novembre 1963, soit 5 jours après. Pour quelle raison? C'est Fritz hein, qui n'a pas remis. Il a remis deux étuis. Et d'ailleurs, il y a sur une photo, je crois me souvenir, mais ça de mémoire, donc il faut se méfier de la mémoire, surtout quand on vieillit. Donc il y a une photo, effectivement, où on voit deux balles enfin deux étuis qui apparaissent sur une des photos du DPD. Là. Et ben, en fait, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, hein, puisque ce sont les balles qu'ils ont données enfin, donc au FBI le 22 novembre, et puis l'autre, ben, que Fritz, il avait gardé dans sa poche, donc il ne risquait pas d'être pour avoir, parce que ça l'intriguait, enfin, il voulait savoir si c'est quelqu'un qui avait manipulé ou si. Parce qu'effectivement, on est allé rechercher des témoignages, même de Marina, qui dit oui, mais effectivement, Lee Harvey, il s'amusait souvent à manœuvrer la culasse. Donc, OK. Bon, mais en principe, il vaut mieux l'éviter parce que c'est possible. On indente, mais on risque d'abîmer le mécanisme. Donc, il a. Voilà. Alors, il y a ce mystère. Et donc, je comprends que Jim Moore donc, ait eu cette démarche qui a été perdue d'ailleurs de ses fans quand il dit ouais, non, c'est fou, il dit n'importe quoi. Mais je pense pas. Je pense que ça se tient. Et surtout, alors là, c'est à titre personnel, ça permet d'expliquer que la balle, enfin, la version enfin, disons, la conclusion plus exactement de Sheriff Pfister. Voilà. Donc vous allez me dire, ça, ben, du coup, c'est un complot, mais j'aime pas le mot complot parce qu'on a l'impression à chaque fois c'est un truc tentaculaire, enfin bref. Mais alors, après, pourquoi? Effectivement, qui en voulait à Kennedy? Bon, il faut évacuer les trucs de Johnson, etc. et tout, parce que voilà, on est en plein délire, c'est du. Ah bon, Johnson, il était trop malin, c'est un vieux routard de la politique. Et déjà, il n'aurait pas été assez bête, pour pas dire autre chose, de se mettre dans le cortège, au risque de prendre une balle perdue.
Et puis, c'était pas son intérêt, c'était pas son intérêt. Il était pas, enfin, il était plutôt profil bas. Et puis, contrairement à ce qu'on dit avec Kennedy, il y avait pas, c'était pas. Certes, ils étaient très différents, mais c'était pas non plus la guerre ouverte, quoi. Il y a eu des choses, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites fausses, hein, donc, et qui ont alimenté justement là enfin, cette défiance et puis qui allait jusqu'au fait de ne pas reconnaître, enfin bon, ce que la thèse officielle dit, quoi. Enfin, donc, qui est, voilà. Donc, là où j'en suis, c'est ça, hein. Pour moi, la thèse officielle a raison. Oswald est un meurtrier, c'est sûr. Il a tué donc Kennedy, ça c'est clair. Puisque même s'il a atteint enfin, s'il a partiellement atteint sa cible. Alors, je pense qu'il a raté le premier coup de feu. Pourquoi? Parce qu'il a dû tirer avec la lunette de visée. Et ça, c'est le plus sûr moyen, parce que enfin, c'est quand même paradoxal. Il rate le premier coup de feu, alors que la voiture est juste, elle est la plus proche de lui. Et ça a été montré. Alors, bon, il y en a qui ont dit que peut-être que c'était une manipulation, mais en fait, la lunette de visée était mal réglée. Voilà. Et si il a été effectivement enfin, si la tentative d'assassinat contre Walker est son fait, ben, on peut supposer que effectivement, si la lunette était mal réglée, eh ben, elle était mal réglée là aussi, ce qui explique qu'il ait pu rater un truc immanquable, quoi. Enfin, encore. Et après, je pense qu'il a tiré l'autre balle, enfin, avec la lunette, enfin, avec l'œilleton, enfin, pas l'œilleton, enfin, la mire, quoi, enfin, qui permet de. Parce qu'il avait fait comme ça chez les Marines, il savait, il était capable, il était quand même marksman. Bon, c'était un bon tireur. On ne peut pas dire que c'était un tireur d'élite, c'était un bon tireur. Et il était capable de tenir une cible qui se trouvait à plus de 100 mètres, quoi, enfin, sans problème. Donc là, Kennedy, au plus loin, il est à 90 mètres, quoi. Donc, alors après, vous m'avez interrogé sur la balle unique. La balle unique. Alors, sur la balle unique, moi, le problème que j'ai, alors, sur la possibilité, pour moi, il y a aucun, c'est très possible. C'est très possible parce que c'est une balle donc, qui est arrivée, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, c'était à quelques centaines de mètres secondes au moment où elle impacte d'autres Kennedy. Donc, même en brisant des os, enfin, il y a, techniquement, c'est très possible. Alors après, il y a le point. Alors, pourquoi les gens ont du mal à l'accepter? Alors, il y a d'abord l'office d'entrée. La commission européenne, pour des raisons, enfin bon, enfin, qui lui appartiennent, s'est trompée, c'est manifeste. Elle s'est trompée, elle a placé la balle ici, à l'entrée, quasiment, on le voit sur les dessins qui avaient été faits par, j'ai oublié son nom, par le dessinateur officiel, là. Donc la balle, on le voit, elle est ici, quasiment en haut. Alors que... Rydberg, c'est ça? Vous voulez Hein? dire? Ryder. Rydberg, oui. Oui, Ryder, voilà. Et Rydberg, oui, c'est Ok, ça. peut-être je ne prononce pas comme il faut. Non, Rydberg, non, mais parce que je confonds toujours avec Rirk, celui qui avait été chargé de mettre Kennedy en bière, là, donc à Dallas, là. Donc, Ah oui, non, Rydberg, c'est les ouais, dessins, ouais, et voilà. c'était la dame, c'était Ida Dox pour le HSCA. Ouais, ouais, Oui. lui, donc là, il s'est pas trompé, puisqu'on lui a dit de planter. Alors, ok, donc il y a, comment dire, la balle l'entrée était un peu plus bas. Ce qu'avait dit d'ailleurs Humes, hein, Humes, quand sur son dessin, il le met là. Et les photos de l'autopsie du dos montrent bien à cet endroit, c'est là. Donc, alors après, il y a l'histoire j'ai jamais compris d'ailleurs cet engouement sur la veste était tire-bouchonnée, donc en fait non, la commission Warren avait raison, mais c'est le tire-bouchon qui fait que non, non, puisque en fait pour les raisons, enfin là pour moi il faut oublier ça, ça n'a aucun intérêt, c'est ce qui est scientifiquement prouvé, c'est l'entrée de la balle, elle était là, puis elle n'était pas ailleurs, elle était au-dessus. Voilà. Alors après, le problème que j'ai moi, c'est vis-à-vis de l'autopsie. Bon. Parce que, alors, déjà l'autopsie, grave erreur, gravissime.
je pense pas, ça a été une erreur de l'avoir faite à Bethesda, ce qui a été fait. Alors, si elle a été fait, alors je parle pas de la procédure en elle-même, bon, il n'y a pas de raison qu'elle ait été différente. D'ailleurs, même, je crois que Earl Rose enfin, a dit qu'il n'avait rien, il n'avait pas fait de remarques sur la procédure en elle-même. Il dit, oh non, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Enfin, en revanche, c'est un corps. Ça, je l'ai lu, enfin bon, c'est éprouvé, j'ai interrogé des médecins là-dessus. Effectivement, quand un corps, l'autopsie est faite sur un corps qui a quand même quelques heures de vieillesse, entre guillemets, il y a des déformations. Le corps, enfin, disons, il y a des muscles qui se raidissent, et donc forcément, ça peut impacter, enfin, des constatations qui sont pas, qui sont faites de toute bonne foi, mais qui n'ont pas été, enfin, qui ne correspondaient pas à la réalité du moment. C'est pour ça que Rose insiste, pas uniquement parce que la loi du Texas l'impose, hein, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de loi où effectivement les fédéraux étaient chargés en cas d'assassinat d'un président, enfin, ou d'une sommité, de prendre l'affaire en main. Parce que lui, Earl Rose, savait très bien que, ben, en tant que légiste, il savait très bien les modifications que pouvaient être apportées sur un corps. Alors, pour revenir à la balle magique, enfin, balle dite magique, mais qui ne l'est pas, c'est une balle. Donc, alors après, il y a le sondage. Ils ont sondé, et là, ils n'ont pas pu. Conséquence, très probablement, alors, c'est l'explication qu'elle est donnée, enfin, le corps s'est raidi, s'est modifié, et donc ils n'ont pas pu. Voilà. Bon, ils auraient quand même pu faire un petit effort, hein, donc y aller avec au moins ce qui n'a pas été fait, puisqu'on les a empêchés, parce que là aussi, c'est une véritable foire. Comment, moi je me demande toujours comment ils ont pu à trois là, travailler dans des conditions enfin, objectives, avec tout l'aréopage qui était autour d'eux et qui les perturbait. Il faut bien le reconnaître, quoi. Et alors, bah, ils ont conclu, ils ne comprenaient pas, puisqu'en fait, ils ont appris après, une fois que le corps était parti, était mis en bière, enfin, avait été. Ils ont appris, en appelant Dallas, que, ben non, mais il y avait un orifice qu'ils pensaient être d'entrée. Alors là, le débat est toujours ouvert, mais enfin bon, il y avait un orifice. Voilà. Ah bon, il y avait un orifice. Et en fait, Hume, il détruit ses notes, non pas parce qu'il voulait cacher quelque chose, mais parce qu'il avait basé sa conclusion sur le fait ben, qu'il y avait une balle, hop, elle était ressortie, et puis voilà. Donc, il y a quand même, enfin, c'est une, voilà. Donc il y a cette incongruité qui a été faite en ce sens que ils n'ont pas été assez curieux, on va dire les choses comme ça, pour sauver la mise, d'aller jusqu'au bout et de voir. Alors effectivement, on dit ouais, mais il y a la plèvre qui était légèrement endommagée. Bon, donc on peut supposer que oui, sauf que c'était, je dirais même presque improbable, parce que comme l'orifice avait été élargi à cause de la trachéotomie, donc finalement, la pièce à conviction elle-même était. Voilà. Donc, moi, je pense qu'elle est techniquement possible, la balle unique. Hein, une balle peut traverser le corps de Kennedy, ressortir. Là où quand même j'ai un peu plus de mal, enfin, et là où c'est. Mais il y a peut-être une raison, hein, j'en sais rien. Hein, elle brise quand même deux os. Poignet, puis enfin, d'abord la côte de Connelly, l'orifice de sortie, et elle est que très peu endommagée, quoi. Elle a perdu, elle n'est pas pristine, hein, comme ils disent, non, elle est endommagée. Ensuite, après, il y a le recueil sur un brancard. Alors là, j'ai toujours pas compris comment. Alors, Kennedy est sur son brancard, on dit que c'est Kennedy. Alors, dans un premier temps, on dit que c'est Connolly, puis on dit non, c'est celui de Kennedy. Enfin bref, il y a eu un. Et là, cette balle, je ne sais pas, quand on met des gens sur un brancard, on enlève, et cette balle, donc, je ne sais pas, il a été manipulé, le brancard. Comment cette balle n'est pas tombée avant, n'est pas tombée avant que, que Tomlinson la découvre. Tomlinson, le premier facteur aggravant, dit, ouais, mais attendez, non, moi, j'ai pas vu cette balle. Elle était conique, elle n'était pas arrondie comme ça. Voilà. Donc, je pense que
tout cet enchaînement de, enfin, disons, de faits, eh ben, on nourrit la suspicion. Voilà. C'est ça le problème. Alors que vous avez un truc qui est techniquement possible, voire même très probable, pour certains, mais qui est complètement enfin, annihilé par justement cette manipulation, quoi. Donc après, c'est Ruby qui l'a mis en place et tout, alors qu'il n'a jamais mis les pieds au... Enfin, même s'il avait l'habitude d'être partout au bon moment, quoi. Enfin bon, là, c'était pas le cas. Bon, enfin bref. Même si le livre de Cess Cantor là, est assez convaincant, mais enfin bon, voilà, donc c'est... Mais je dirais, c'est normalement en salle d'opéra, enfin en salle de soins, surtout qu'on a dit, qui était vivant, donc je sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu ne pas voir cette balle, c'est quand même, enfin, c'est quand même énorme, quoi, enfin surtout, et puis surtout qu'elle soit pas tombée, parce qu'ils ont dû manipuler, enfin bon, le brancard, voilà, bon. Donc voilà, pour moi, la balle unique est possible. Elle est possible techniquement. Voilà. Est-ce que ça s'est passé? Je n'exclus pas. Je n'exclus pas qu'elle se soit passée. Hein, donc la balle, mais je pense qu'elle a été mal expliquée, mal gérée, et ça nourrit le. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, mais pour moi, Oswald est responsable de cette balle. Beyond a reasonable doubt. Les Américains. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, alors, après, sur pourquoi ben, le deuxième tireur, c'est bien gentil, tout ça, mais qui était-il, etc. et tout. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Bah, soit il y en a un qui a été plus malin et puis, qui ne s'est pas fait prendre, ce qui est dans le domaine du possible. Et puis, même sans que Oswald enfin, alors, moi, pour moi, j'ai du mal à imaginer qu'Oswald n'ait pas été alors, monitoré. C'est-à-dire monitoré. Alors, c'est vrai que il y a, ce scénario a beaucoup de faiblesses parce qu'effectivement, monitorer quelqu'un comme Oswald, déjà, c'est dans un. Ah, pardon, excusez-moi. C'est encore. C'est pénible, ce sont les fameux numéros qui arrivent à Ah oui. Voilà. Et monitorer Oswald, c'était compliqué déjà, mais quand même, il y avait des signes avant-coureurs enfin, qui pouvaient montrer que bon, bah, c'était quelqu'un qui était suivi normalement par le FBI, hein, qui était censé être suivi notamment, mais qui ne l'a pas été suffisamment, notamment par James Austin. Et bon, alors, soit il y a plusieurs hypothèses. Soit il y a l'hypothèse. Alors, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est de la thèse officielle qui, lui, ben, on connaît tous, un oswaldiste, qui me dit un jour, mais attends, un complot, moi je verrais bien un complot par un seul homme. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait, il y a un complot, mais il n'y avait qu'un seul tireur. C'est beaucoup plus facile à manager. C'est vrai que c'est pas idiot, c'est pas idiot. Mais manager, donc ça veut dire il y a quelqu'un qui manage. Hein, donc, mais c'est forcément réduit. Hein, c'est pas un truc tentaculaire. Hein, si ça se trouve, bon, bah, il y a 3-4 personnes d'impliquées là-dedans. Mais j'avoue que j'y réfléchis toujours parce que ce que j'ai écrit dans mon premier livre, là, bon, à chaque fois, j'ai pris le risque un peu fou, quoi. Enfin, disons bah, de mettre des noms sur des possibles conspirateurs, enfin, notamment, enfin voilà. Bon, et c'est vrai que je reconnais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de reprendre. Ça fait 1 an et demi que je reprends mes 2 livres parce que bon, il faut la plus grande des intelligences, c'est de reconnaître ses erreurs. Hein. Donc voilà, donc il y a des erreurs, notamment bah, sur Oswald, où je nourrissais quelques doutes, pas uniquement. J'ai toujours pensé qu'il avait tiré, mais il y avait des éléments, enfin, comme je le disais tout à l'heure, même dans les preuves, qui avaient été tellement manipulées, enfin, qui avaient mal manipulées, ben, bon, ok, non, mais c'est pas lui, on a voulu le planter, enfin, bon, voilà, donc c'est lui, c'était le pauvre mec, enfin, bon, mais je pense pas que c'était un pauvre mec déjà, et puis je pense qu'il était, voilà. Après, mettre quelqu'un derrière cette organisation, je pense que c'est, enfin, ma conviction actuelle, hein, pas forcément la définitive, donc c'est un groupe très restreint,
Alors la CIA et tout, ça peut être un rogue element de la CIA, hein, c'est possible, hein, donc un barbouze. Hein, on a connu ça en France pendant la guerre d'Algérie. Hein, il y a eu des gens qui ont été assassinés comme ça, sans qu'il y ait eu d'enquête, etc. Et tout, et ça, donc je vois pas pourquoi aux États-Unis ça pourrait pas se produire non plus. Quoi. Enfin, donc, voilà. Après, alors qui profite le crime, ça c'est autre chose. Hein, mais alors là, il y a beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que bon, là. Kennedy était considéré, enfin, avait été très hardi hein, dans sa présidence. Hein. Faut aussi, on parle d'Oswald, mais il faut aussi voir Kennedy. Il a été, donc, vis-à-vis de la CIA, d'ailleurs, il avait été quand même très dur, hein, et à juste titre, hein, parce qu'il considérait qu'elle l'avait trahi, l'épisode de la baie des cochons. Et puis, au plan intérieur, il avait nourri quand même pas mal de haine parce que, bon, certes, c'est Johnson qui en a récupéré les fruits, mais là, c'est l'abolition de la ségrégation raciale, c'est quand même lui au départ. Même si au départ, il était un peu sceptique, mais il a fini par y aller. Et puis surtout, c'est James Meredith, hein, donc, qui avait été le premier noir accueilli à l'université d'Alabama. C'est Kennedy, quand même, c'est de son vivant. Et ça, aux États-Unis, la ségrégation raciale, elle existe. Officiellement, elle n'existe plus, mais il y a quand même encore dans certains coins, quand même, c'est encore présent. Quoi. Voilà. Donc voilà, pour en terminer sur ma position actuelle, donc c'est Oswald, il n'y a aucun souci, pour moi, enfin aucun souci, il n'y a aucune contestation possible, il est coupable, il a atteint sa cible, mais je ne crois pas du tout pour des raisons enfin, qui seraient très longues à développer, mais pour la balle, enfin, Pfister m'a convaincu. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une base scientifique, bon, qui n'existe pas dans le rapport Warren, puisque forcément, il n'était pas à l'époque, mais le Bloodstain Pattern Analysis, qui a fait ses preuves dans beaucoup de domaines, je ne vois pas pourquoi il se tromperait sur l'affaire Kennedy. Quoi. Voilà. Alors, permettez-moi de vous poser une question sur ce sujet Oui, précis. oui, James Tagg, oui, que oui, que j'ai vous rencontré à connaissez, plusieurs que vous reprises. avez rencontré, que vous avez interviewé, donc vous le connaissez vraiment bien. Vous avez eu des conversations avec lui. Oui. Donc lui, il était placé dans cette partie sud, Ouais, effectivement, ouais. de Dealey Plaza. Vous a-t-il dit, lors d'une conversation avec vous, qu'il avait entendu un coup de feu partir de là, par exemple? Vous voyez, pour qu'il confirmerait éventuellement ce que Non, Chuck non, Pfister... honnêtement, non. Honnêtement, non. Euh, alors, lui, son ressenti. Mhm. Il a dit, j'ai entendu un premier coup de feu qui a sonné comme enfin, un peu comme un pétard mouillé. Il pensait que D'accord. c'était pas le même bruit. Et après, il y a eu deux coups de feu très rapides, en succession rapide, et très rapides même. Et lui, pour lui, c'est à ce moment-là, à la fin, il a senti quelque chose qui lui piquait. Voilà. Enfin, il a dit, voilà, j'ai. Et Tom Dillard, il a fait, enfin, non, il y avait un détective qui est arrivé. C'est lui qui lui a dit d'ailleurs, attendez, vous êtes blessé là. Ah bon, oui, blessé superficiellement. Et ensuite, après, il y a Tom Dillard qui est venu photographier l'appareil. Parce que le FBI n'est venu, ça il me l'a dit, et c'est prouvé, n'est venu s'intéresser à cette bordure que 8 mois après. C'était en juillet 64. Voilà. Voilà. Et pour lui, alors, là, c'est pareil, le débat est ouvert, même parmi, même parmi les tenants de la thèse officielle. C'est soit un éclat, soit une balle. Et ça change tout si c'est Oui. voilà. Parce que là, du coup, ben, s'il y a une balle, si c'est une balle, ben, il faut qu'Oswald ait tiré 3 balles, et non pas 2, comme dit Pierre. Ou alors c'est quelqu'un d'autre à un autre endroit. Mais alors là, bon, je ne me lancerai pas là-dedans, parce qu'effectivement, il y a des thèses qui disent qu'on soit au Daltex. C'est vrai que le Daltex, pour y être allé, alors certes, Mhm. supérieur, j'avais pris une photo qui est sur mon site d'ailleurs, hein, où on voit, effectivement, c'est l'endroit idéal. Hein, c'est bien plus idéal que le TSBD. Bon. Mais ça, bon, alors c'est vrai qu'il y a des témoignages troublants, hein, des gens qui ont vu l'impact d'une balle. Caroline Wouters, hein, qui, par exemple, l'a dit. Enfin, donc il y a d'autres qui ont vu ça. Après, problème, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec le nombre de coups de feu. Prenez un exemple. Déjà, on va se limiter à la limousine. Mhm. Oui, le chauffeur a entendu 3 coups de feu.
À côté, Roy Kellerman a entendu a flurry of shots, c'est-à-dire un nombre de... Voilà. Donc les deux déjà, des gens quand même du Secret Service hein, qui devraient être aguerris à ce genre de choses. Et derrière, il y a, bon, le président évidemment ne pouvait plus, Connolly, lui, dit deux coups de feu, sa femme dit deux coups de feu, et Jacqueline Kennedy, deux coups de feu. C'est fou. Et ça m'a toujours interpellé. Vous avez donc c'est 5 personnes qui ont enfin, il y a beaucoup d'avis divergents, sauf ceux qui étaient enfin, bon, à côté du président. Donc, eux, pour eux, c'est deux coups de feu, mais devant, et ça m'a toujours interpellé que les deux, le conducteur et à côté, Kellerman pense que c'était, enfin, qu'il y avait, enfin, ça m'a toujours interpellé. Donc, si eux ont eu cette conclusion, il ne faut pas s'étonner que d'autres, à d'autres endroits, avec la réverbération, etc., et puis prendre ces échos, enfin, c'était pas les échos, de la réverbération surtout, hein, sur le... Et puis, il ne faut pas s'oublier que ce jour-là, il y avait énormément de vent. Alors, en 2003, quand j'y suis allé, ben, j'ai rencontré des conditions à peu près identiques. Et c'est vrai que ben, quand il y avait le dart qui passait, donc il y avait un petit, ben, ça avait ping, enfin il y avait des petits, pas des échos, mais enfin des petites réverbérations. Enfin, on avait l'impression qu'il y avait plusieurs. Et là, ben, sur un coup de feu, bon, un coup de feu c'est bruyant, hein, un Carcano, d'ailleurs on se demande comment Oswald n'est pas devenu sourdingue parce qu'il n'avait pas de casque anti-bruit, rien du tout. Hein, donc c'était, il a dû, enfin ses oreilles ont dû siffler pendant un moment, quoi. Donc c'est voilà, donc c'était un bruit terrifiant. D'ailleurs, que Jacqueline Kennedy lui dit très bien dans son témoignage, quoi, hein. C'était quand j'ai entendu cet horrible bruit, quoi. Enfin, donc c'est quand même. Voilà. Voilà, donc au niveau des coups de feu. Donc Teig, effectivement, Teig dit 3 coups de feu. Lui, ça lui est formel. Voilà. Mais ça n'est, ce que je veux dire, c'est qu'une perception. C'est qu'une perception. Son témoignage ne vaut que pour l'impact qui n'a été exploité que 8 mois après. Ça c'est pas normal, quoi. Mais effectivement, je m'étais trompé aussi à l'époque. C'est pas à cause de Teig que ben, il y a eu on a été obligé d'en conclure qu'il y avait une balle unique qui avait tué Kennedy, enfin qui avait atteint Kennedy donc dans le dos. Alors quand même, il y a une chose, j'attire toujours l'attention des gens là-dessus, c'est que bon, effectivement, il y a eu il y a la balle Connolly et Kennedy sont atteints par la balle unique. Mais le FBI, dans son rapport préliminaire, lui dit le contraire. Il dit il y a une balle pour Kennedy, une balle pour Connolly et une autre pour Kennedy. Alors, moi, la question que je pose, et j'ai jamais eu de réponse, bien sûr, dans son rapport complémentaire du mois de février 64, il reste sur ces mêmes positions. Et actuellement, le rapport n'a jamais été modifié. Et ça c'est quand même étonnant. Quand même. C'est étonnant qu'on a 2 enquêtes, et non des moindres, 2 enquêtes officielles, qui arrivent, enfin, le FBI, donc, en particulier, c'est quand même, bon, c'est lui qui récupère les pièces à conviction. Comment peut-il faire cette erreur, quoi. C'est une... Et comment ne pas reconnaître son erreur, quoi. Alors, tout ça, c'est pas fait pour entretenir, ça entretient le doute, quoi. Au contraire, ça l'entretient. Voilà pourquoi il y a à peine, je sais pas, on est à 37% de gens qui croient à la thèse officielle. C'est pas parce elle est déconnante, enfin, entre guillemets, hein, la thèse officielle, mais le problème, c'est elle est entachée ben, par des vices de forme, de procédure, et le HSCA n'a pas réussi à complètement les gommer. Il a eu un mérite énorme, outre la balle, enfin, le quatrième coup de feu, mais ça, je dirais que c'est presque un détail, mais il a eu quand même le grand mérite d'auditionner un certain nombre, beaucoup de témoins que la commission Warren n'avait pas entendus. Voilà. Et là, on ne pouvait pas les taxer, eux, de dire, enfin oui, ils ont comme avait fait un petit peu, il faut bien le dire, la commission Warren, faute de temps probablement, on va dire, d'interroger des gens qui allaient à l'encontre de la thèse qu'ils avaient retenue. Voilà. Donc, je pense que tout ça, enfin, dans cette affaire, il y a énormément, il y a presque trop de documents, trop de preuves. Trop de preuves, tu la preuve, quoi.
mais c'est surtout trop de, enfin, disons c'est la manipulation des preuves, enfin la gestion plutôt des preuves a été, je dirais, catastrophique. Voilà. C'est ahurissant qu'à ce niveau-là, enfin, Studebaker qui oublie de photographier le fameux 5. Voilà, bon, ok, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il existait vraiment? Alors, il y a justement dans DPUK, alors, parce que quand j'étais en Angleterre, j'avais adhéré, j'y suis toujours d'ailleurs à DPUK, parce qu'il y a des articles intéressants. Bon, des fois, il y en a qui sont un peu, enfin bon, un peu extrémistes, on va dire. Bon, mais c'est pas, bon, ça fait partie enfin, de tout ce qui existe. Euh, donc, je voulais parler de DPUK. On parlait de quoi là? C'était, j'ai perdu le fil. Ah bah c'est parce que je vous avais parlé de James Stagg, et puis après, bon, vous étiez parti sur... bon, là, vous parliez des PUQ, mais avant, vous veniez de dire qu'il y avait beaucoup de controverses, en fait. Il y avait Oui, beaucoup de c'est choses. Il ça. y avait Voilà. trop de preuves, tu la preuve, vous aviez même dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, DPUK, oui, voilà, a fait un article intéressant par quelqu'un bon, qui, pour une fois, est assez, enfin, disons, objectif sur Bull Wesley Frazier, donc, qui était le copain d'Oswald. Hein, donc, apparemment, ils étaient assez, enfin, plutôt, enfin, bon, ils étaient jeunes tous les deux. Ils avaient, enfin, bon, donc voilà, ils le prenaient pour aller chez lui, etc. Et tout. Et lui, il avait une arme aussi. Mais c'était une 30 mm et non pas enfin, enfin c'était ouais, pas 30 mm, c'était enfin, un fusil qui tirait des balles de 30. Et donc, bon, Oswald avait sa carabine. Pour lui, il est formel. La carabine n'était pas montée. C'est impossible. La taille du paquet n'était pas montée. Alors, si elle n'était pas montée, ça veut dire qu'Oswald a dû la monter le jour même si on considère qu'il y avait cette arme en pièces détachées dans le paquet. Là, c'est compliqué parce que le matin, déjà, il faut qu'il se fasse discret parce qu'il bosse un petit peu quand même. Il faut qu'il confectionne une partie de son nid du tireur, hein, donc qu'il a confectionné. Bon, les barricades existaient déjà, il n'a pas eu à les faire, hein, il a juste dépositionné quelques cartons. Et puis surtout, il faut remonter l'arme. Et là, sur mon site, j'ai développé, enfin, disons, toutes les étapes, parce que Ian Griggs, qui avait une réplique du Carcano, d'un symposium là, de DPUK, il avait amené sa carabine, il l'avait mis en pièces détachées, et il nous a montré, il nous a fait des mois, et il l'avait fait plusieurs fois, il nous a montré le temps qu'il fallait pour pouvoir remonter la carabine. Et là, on se dit, il a dû buller toute la matinée et puis remonter toute sa carabine. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était très, très compliqué quoi, enfin, à faire. Alors moi, j'ai imaginé, je pense enfin, il faut replacer dans le contexte du TSBD et puis du Texas de l'époque. 2 jours avant, je crois, ouais, c'était le 20 novembre, il y avait quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui avait amené 2 carabines, enfin, pour les montrer à ses collègues, etc. et tout. Donc je veux dire par là qu'amener une carabine à l'intérieur du TSBD, c'était pas, si vous voulez, il n'y avait pas de, comment dire, de difficulté particulièrement, quoi. Enfin, il aurait très bien pu dire, ben voilà, j'ai amené ma carabine parce que ben, je dois la faire réviser, enfin, ou je sais pas, enfin, pour une raison ou pour une autre. Et donc, l'a-t-il amené auparavant ou pas, quoi. Enfin, la question est là, c'est-à-dire pour éviter d'avoir à le faire le jour même. Voilà. Il n'y a pas de preuve là-dessus. La seule preuve qu'il y a, c'est que, bon, effectivement, Frazier, qui était quand même bien placé dans la voiture, bon, il avait bien sa voiture en mémoire, le fusil complètement monté, c'est impossible. Il tenait. Voilà. Par contre, et lui, il pense aussi que c'est la complexité du montage fait que ben, soit Oswald l'a amené à un autre moment, pas avec lui, forcément, hein, puisqu'il ne l'a pas vu, ou pas. Mais quand, ça, c'est autre chose. Autre chose aussi, j'ai eu la chance, je ne sais pas, peut-être vous avez eu la chance de le faire, je suis allé dans la maison de Ruth Payne à Irving. Ah non, je n'ai pas fait ça. Après ça, si vous avez une voix à Dallas, ça, il faut le faire. Alors, j'étais allé une première fois voir, à l'époque, il y avait encore des locataires.
et puis en 2008 et en 2013. Alors, il y a Ruth Payne qui était revenu de sa retraite floridienne à Dallas et on rentre dans la maison, on a l'impression d'être en 1963. Tout a été reconstitué minutieusement. Il y a la petite coupelle à l'intérieur de laquelle il a laissé l'argent et puis son alliance. Et là, quand on rentre dedans, alors là, on est vraiment saisi. Alors déjà, c'est très émouvant, parce que quand même, c'est bon quand il y a le poil d'histoire. Et alors, mais alors, c'est tout petit. Il y a donc la cuisine, il y a à côté les chambres et l'entrée du garage. Mais tout ça, je dirais, communique, quoi. C'est vraiment tout petit. Et le séjour devant. Et là, on se dit, bon, certes, elles étaient occupées à langer, enfin, les enfants et à coucher les enfants le soir, mais quand même, monter une arme, l'enlever de son truc, traficoter dans le garage, c'était quand même très, très compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, il aurait pu se faire attraper. Enfin, bon, alors déjà, il y a ça qui est assez mais il faut aller sur place pour le ressentir. Et là, il y avait tout. Il y avait des gens qui étaient pour la thèse officielle et d'autres pas. Et tout le monde a été interpellé. Parce on imagine, parce qu'il y a quelqu'un qui avait écrit un livre de Mrs. Penn Garage. Enfin, je sais. J'ai connaissance du livre, mais Ouais. ouais. Voilà. Bon, il n'est pas terrible hein, comme livre d'ailleurs, hein, mais enfin bon, il avait le mérite au moins de resituer un peu l'environnement. Voilà. Donc tout ça pour en revenir à l'arme elle-même. L'arme elle-même, c'est bon, il n'y a pas de. euh, Moi, je pense que, enfin, mais j'ai pas de preuve de ce que j'annonce. Hein, c'est aucune preuve. Je pense que il n'est pas impossible qu'il l'ait apporté avant, quoi. Qu'il l'ait apporté D'accord. avant, voilà. Mais pas forcément au TSBD, hein. Il a peut-être amené avec lui dans son meublé, enfin en pièces détachées, et puis il a remonté à un moment donné. Voilà. Parce qu'on ne dit pas, par exemple, ou alors j'ai loupé un épisode, mais par exemple son pistolet, on n'en parle jamais, on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a amené. Bon, c'est plus facile d'amener un pistolet discrètement, on est d'accord. Mais voilà, donc il y a quand même des petits enfin, détails qui font bah, que bon, ça nourrit, c'est pour ça que ça nourrit. Mais bon, ça ne remet pas en cause. Donc, si vous voulez, pour synthétiser le rapport Warren que j'ai lu dans les deux versions en anglais et en français avec les témoignages et compagnie, n'est pas jeté. Bon, alors, il y en a qui ne le trouvent pas cohérent. Moi, je n'irai pas jusque-là. J'ai dit non, il est forcément cohérent. Bon, de toute façon, c'est déjà bien écrit. Hein. Il suffit de s'en apercevoir. C'est un très bon anglais et puis qui est facile d'accès, etc. Et tout. Euh, il a été fait bon, par des gens qui savaient écrire, donc forcément, il est bien ficelé. Il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Après, c'est vrai, soit il y a des moments où ils occultent une partie, enfin, ils occultent par exemple enfin, ils passent rapidement sur des détails qui montrent ben, que ben, soit ils ont faute de temps ou pas. Parce que là, c'est pareil, on a livré, enfin, c'était quasiment des jeunes qui étaient chargés de l'écrire, enfin, donc, parce que les grands pontes ben, étaient pris par des obligations qui étaient les leurs, hein, donc forcément au niveau qu'ils occupaient. Voilà, donc, puis je pense aussi que la commission Warren, beaucoup l'ont suspecté de partialité, ben, parce que, ben, enfin, moi, je pense que ça n'a pas été une grande idée. Alors, je comprends que Johnson ait voulu, pour calmer toutes les chapelles, mettre tout le monde, mais remettre Alan Dulles qui avait été limogé, bon, il y avait, bon, c'était pas le frère d'Earl Cable, Cable, donc de Dallas, donc le maire de Dallas, son frère Charles, qui avait été aussi limogé après la des cochons. Donc, bon, il y avait des gens qui avaient des rancœurs, enfin, même si elles étaient masquées, étouffées, je pense que c'était pas la meilleure idée, quoi. Enfin, il aurait fallu avoir des gens beaucoup plus qui soient moins impliqués par des obligations professionnelles et qui aient davantage de temps. Je pense qu'il c'est ça. Il, la critique que je fais, c'est surtout là-dessus. Enfin, on est passé à côté de choses qui auraient pu être menées plus rigoureusement. Voilà. D'accord. Passionnant, très intéressant et passionnant. En quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur David Lifton?
et sa thèse, notamment sa thèse principale, que le corps de Kennedy, enfin le cadavre aurait été donc modifié, les blessures auraient été modifiées sur le parcours. Que pensez-vous qu'est-ce que vous avez à dire sur lui? Ah ben, alors, je serais brutal, je dirais circuler, il n'y a rien à voir. D'accord, Non, mais bon, c'est un bon roman. C'est un bon roman. d'accord. Mais même, c'est techniquement impossible. Jacqueline Kennedy a été à côté du cercueil pendant tout le vol. Rien que ça exclut l'idée, même si elle s'est absentée, allez, 2, 3 minutes. Non, et puis c'est impossible. Enfin, il faut ouvrir le cercueil, il faut manipuler. Non, mais c'est délirant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Alors, le livre est plutôt bien écrit, d'ailleurs, hein. C'est assez bon, mais c'est un bon roman, quoi. Enfin, mais c'est fou qu'on ait le thanatopracteur, enfin, qui après modifie et tout. Enfin bon, c'est un peu c'est le reproche aussi. On m'avait demandé ce que je pensais de William Raymond, quoi. C'est Mhm. d'avoir épousé cette thèse avec le thanatopracteur là qui a fait. Non, non, c'est faire. Alors, il y a eu des thanatopracteurs, oui, au moment de l'embaumement, hein, donc quand il a embaumé, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas, mais jamais dans l'avion, quoi. Enfin, c'est une. Non, non, c'est bon. Il y a après aussi sur Billy Soul Mhm. Estes, pour avoir rencontré Billy Soul Estes, donc c'était en 2003, alors qu'il était dans ce qui n'existe plus maintenant. Il y avait le Conspiracy Museum à Mhm. Dallas et il était là. Bon, il était à la fin de sa vie, bon, il était malade, etc. et tout, et donc c'est pour ça qu'il avait dit qu'il fallait qu'il parle, etc. et tout. Donc le dernier témoin, c'était lui, quoi. Enfin, voilà. Bon, alors il y a un mélange de choses vraies, enfin en ce sens que bon, bah, il y avait Johnson et les affaires de Johnson et surtout de Mhm. sa sœur qui était bon, enfin bref, l'entourage était bon après de là extrapolé, bon. Puis bon, Billy Solestes c'est peu crédible en ce sens, bon, bah, que c'était un escroc notoire, quoi, hein. Il y en a un autre aussi qui a écrit un peu un livre dans cette sauce, c'est Blood Sweet Blood euh, Blood Power, Blood Sweet and Power, enfin, etc. Oui, oui, oui. Hein, voilà, donc Oui, c'est les... voilà, bon, alors, voilà, là c'est pareil, hein, c'est des bons romans tout ça, c'est des bons romans. D'accord. Pour moi, non, il faut pas perdre de temps à ça. C'est pas convaincant du tout, quoi. Non, par contre, sur l'autopsie, celui qu'il faut lire, c'est parce il a ressorti d'ailleurs. Je dois l'avoir là. euh, hop là. C'est In the Eye of History. Donc, Ah, oui. il a sorti une version. Alors, il y a la version, c'est vachement bien fait parce qu'il a la version de 2005 et il y a les évolutions, donc avec un CD joint. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, et là, c'est là où enfin, il met en exergue quoi, bah, avec l'autopsie. Enfin, il y a des choses. Bon, il y a des choses troublantes, hein. Je suis passé rapidement sur l'autopsie, mais par exemple, il y a pas un, mais plusieurs membres donc qui étaient chargés de prendre des photos qui n'ont pas reconnu leurs clichés. Mhm. Voilà. Et ça, je sais pas comment l'expliquer. C'est quand même fou. Alors, soit on n'a pas voulu, donc c'est là en ce sens. Alors, peut-être qu'on n'a pas voulu rendre public tous les clichés, hein, ce qui est possible hein, pour des raisons, enfin bon, d'éthique, de tout ce qu'on veut, quoi. Mais là aussi, c'est pareil. L'autopsie, enfin, donc, a été réalisée dans des conditions épouvantables. Enfin, ça, c'est de mon point de vue, hein. Ça n'a pas été fait avec grande sérénité. Il y avait la famille Kennedy qui voulait pas non plus que ça dure trop, hein. Bon, parce qu'il y avait les fameuses. Enfin, le président était malade, hein, et donc ça, c'était soigneusement caché, quoi. Donc il y a des. Mais c'est très bien fait, hein. C'est un très, très bon livre. Enfin, voilà. Donc, mais lui ne parle pas enfin, de thanatopracteur. Enfin, la seule chose, il parle de thanatopracteur au moment où il le met en bière, quoi. C'est tout. Voilà. Et puis, le débat qu'il y avait, est-ce on laisse le cercueil ouvert ou pas? Enfin, bon, c'est Jacqueline Kennedy qui avait tranché. Enfin, voilà. Bon, c'est. Non, pour en revenir à la question, non, c'est David Lifton, non, c'est pas. Et William Raymond, je trouve il y a des choses. Alors, dans son premier livre, donc c'était le premier livre, c'était, j'ai oublié le titre, c'était J'ai perdu le titre. Autopsie d'un crime Un d'État. crime d'État, oui, oui. Autopsie d'un crime d'État, oui. Bon. Autopsie d'un crime, ça allait à peu près. Bon, après crime d'État, bon, là, ça manquait enfin, à mon sens, hein, ça manquait
de contenu. Voilà. C'est pas. Mais voilà. Bon, après, je pense qu'il s'est un peu discrédité dans la mesure où il a des fois annoncé des choses qu'il n'a pas faites, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y avait la fameuse cassette là qui était de Moore Shield, enfin bon, qu'on n'a jamais entendu. Enfin, voilà, donc il y a des bon, il y a des choses enfin, qui font. Oui, puis à un moment, il avait dit que le film de Zapruder était truqué et que lui avait vu le vrai. Oh oui, 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 c'est ça. Oui, Il y non, avait ça, eu ça aussi, oui, des choses comme ça. Ok. Bon, c'est encore une fois très intéressant. Que pensez-vous des photos d'Oswald dans son jardin? Est-ce que vous êtes partisan pour dire que ce sont des photos réelles qui ont été prises par Marina ou que c'est, comme dans la thèse du film JFK de Oliver Stone, que c'est la tête d'Oswald sur le corps d'un autre homme? alors, je vous ferai la même réponse que je vous ai faite lors de notre déjeuner à Dallas en 2008. Pour moi, elles sont authentiques, dans la mesure où, qu'est-ce qu'elles indiquent? Bah, qu'il avait un fusil et puis Mhm. qu'il avait un pistolet. Mais c'est de la banale au Texas de l'époque, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Non, il a. Non, la seule chose, alors, plus sérieusement, là aussi, il y a un doute enfin, qui a été. Après, il y en a qui ont extrapolé. Je ne sais pas si quand on regarde les backyard photos, ben, il y a donc le fusil lui-même et la bandoulière. Donc les attaches des bandoulières Mhm. sont en dessous, au niveau du canon, en fait, du bout du canon, et au niveau de la crosse. Voilà. Sur l'arme retrouvée au TSBD, eh bien, l'attache, enfin le support de l'attache, se trouve sur la tranche de la crosse et sur le côté du. Ça, c'est vérifiable. Hein, c'est ce Oui, que oui, oui. Et là, il n'y a pas d'explication. Alors, est-ce qu'Oswald a fait la manipulation? Est-ce qu'il a fait la modification ou pas? Ça, on l'a jamais prouvé. Chiche comme il était, et puis enfin, je le vois pas amener une arme. Puis bon, quel intérêt quoi? Enfin, je veux dire, il apporte, il a, voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. Enfin, alors, la commission Warren a expliqué en disant que, de mémoire, hein, je m'arrêter si je dis une bêtise, que ben, l'arme qu'il avait commandée enfin, donc, au surplus, effectivement, a été illustrée avec enfin, donc, la bandoulière en dessous, enfin les attaches en dessous, mais qu'il avait reçu cette version avec les attaches de côté, sauf qu'elles contredisent les backyard photos. Mhm. Donc, si les backyard photos sont authentiques, ce qui est le cas, hein, pour moi, elles sont authentiques, non, après, oui, voilà. La polémique aussi, c'est parce que bon, bah, c'était un appareil de piètre qualité, hein, c'était niveau instamatique, hein, Mhm. donc voilà, donc c'était pas. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que la piètre qualité des photos dont vous parlez fait qu'on ne voit pas exactement où est cette attache et qu'avec l'ombre et peut-être la mauvaise qualité, peut-être Ah, qu'en fait elles sont bien sur le côté, même sur les backyard photos? non, je l'ai bien regardé, hein, donc, D'accord. en agrandissant, en éclairant au maximum, donc Mhm. vraiment en dessous, hein, elles sont vraiment D'accord. en dessous. Non, mais si la commission Warren a dit, enfin, donc que il y avait une différence entre ce qu'il avait reçu et ce qu'il avait commandé, Mhm. que bon, bah, c'était des armes qui avaient été produites à X exemplaires, quoi. Oui. Donc, mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire que même sur des preuves, bah, des fois, on nourrit. Alors après, bah, il y avait deux armes. Alors évidemment, la tentation a été très grande, hein, de certains à dire, bah ouais, mais il y avait quelqu'un d'autre avec lui au TSBD, et puis donc il avait cette arme, et c'est cette arme qui a été découverte, et la sienne, on l'a fait disparaître, quoi. Voilà. Bon. Mais bon, il fallait avoir le même numéro aussi de série, quoi. Donc, et ça, c'est là où ça se Mhm. complique un petit peu, quoi. Enfin, donc, voilà. Donc, bon, après, mais bon, c'est pas, je dirais, bon, c'est un détail, certes, qui a eu son importance, mais qui, Mhm. bon, ça ne remet pas en cause, enfin, le fait que, bon, il y a d'autres, alors, là aussi, là aussi, ce qui n'a pas aidé aussi dans l'enquête, c'est que les empreintes. Je parle des digitales, hein, pas de paume, hein, Oui. sur le fusil, ben, n'ont pas été probantes, quoi. Enfin, n'ont pas été. Enfin, et ça a été un handicap, quoi. Bon, parce que ben, le bois était ancien, etc. Et tout. Enfin, bon, il n'y a pas. Mais bon, ça. Et puis surtout aussi, alors en plus, après, il y avait une analyse par activation neutronique, mais qui, à un moment,
n'a même pas été incluse parce qu'elle n'était pas encore d'une fiabilité absolue, quoi. Donc, et c'était plutôt les moyens traditionnels de découverte. Oui, ça c'était pour les, Oui. parties de métal, les pièces de métal qu'on retrouvait dans la limousine pour les balles. Le personnage de Lee Oswald, alors vous disiez tout à l'heure que vous alliez revenir sur lui. Le personnage de Lee Oswald, qu'est-ce que vous pourriez dire comme conclusion sur lui? Vous avez passé des années à étudier cet homme-là. Quelles sont vos conclusions? Qu'est-ce que vous retirez de cette étude? C'est difficile. Humainement ou j'allais dire historiquement? Historiquement, alors déjà, c'est difficile de conclure sur le personnage parce il y a encore quand même des zones d'ombre, hein, notamment, enfin, je faisais allusion à son trajet entre Southampton et l'hôtel Torny donc à Helsinki. Euh, comment aussi il a eu obtenu, enfin, on l'avait placé à des postes quand même à des postes importants, enfin, même si ils étaient subalternes, c'était dans un environnement quand même important, top secret, donc à Atsugi, au Japon. Là, c'est aussi un petit peu nébuleux. Comment aussi en Union soviétique il arrive? Alors certes, moi je comprends pas pourquoi ils l'ont pas refoutu dehors de suite, quoi. C'est-à-dire en fait, quand il a fait sa tentative de suicide, quand on connaît la façon dont, et puis c'est d'actualité, comment les Russes réagissent, c'est plutôt en mode brutal, et je les vois pas. Pourquoi ils l'ont pas mis dans le premier train, et puis hop, là non, ils prennent, ils ont pitié, ils l'amènent à Minsk, bon voilà, donc là il bu la moitié, enfin il travaille un petit peu dans une fabrique de transistors, là, enfin de radio, quoi. Et bon, et puis là, bon, ben, 2 ans après, il veut rentrer, il rentre, on lui occulte, enfin on lui accorde un prêt sans problème. Il arrive, bon, il est quasiment pas inquiété, hein, il est même pas débriefé, un petit peu. Enfin, il y a deux, il y a 2 agents qui viennent le voir quand il habite à Elsbeth Street. C'est quand même assez étonnant, quoi. Enfin, je veux dire, moi je suis. Enfin, le peu d'intérêt, alors certes, c'était un personnage peut-être insignifiant, c'est possible. Enfin, quelqu'un qui revient du RSS à l'époque, dans le contexte de l'époque, on se demande comment il n'a pas été débriefé un peu plus sérieusement, quoi. Enfin, c'est pas. Il y a aussi l'affaire de Mexico. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Mexico? Alors là, il y a beaucoup de choses. Même le rapport Lopez, hein, qui est intéressant d'ailleurs, hein, parce Mhm. que dans le HSIA, bon, c'est. Enfin, on ressort plus perdu qu'autre chose. Enfin, on a du mal à faire tous les liens. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, là, dans Oswald pour une place dans l'histoire, parce que je suis persuadé, moi, qu'il y avait de ça dans sa démarche, hein. Il voulait avoir sa place dans l'histoire, donc d'où le titre. Mais Et sur Mexico, doutez-vous qu'il s'y soit rendu en fait? ah non, 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 pas du Ah, tout. d'accord, Il est allé. Ah non, non, il est allé, ça c'est d'accord. incontestable. Alors, il y a trop de preuves, c'est pas. Oui, d'accord, Que ce ok. soit dans le bus, enfin, quand Oui, avec les Australiennes, là, avec qui il a oui, discuté un peu, enfin bon, bref, il y a. Non, là-dessus, il n'y a pas. d'accord. Ce qu'il a fait après, alors là où j'ai un peu de mal sur Mexico, alors, mais ça c'était ma thèse, hein, qui, bon, je suis en train d'un peu de la revoir parce que elle était un peu, à mon sens, un peu trop avancée, pour pas dire extrémiste, c'est Sylvia Doran. Moi, j'ai toujours eu, c'est un personnage qui m'a intrigué. Je ne sais pas vraiment, est-ce qu'ils se connaissaient bien tous les deux? Est-ce qu'ils ont fini par bien se connaître, etc. et tout? Est-ce que il y a eu, enfin bon, est-ce qu'elle a un lien entre guillemets, quoi, sur. Après, à l'inverse, non, les seuls gens qui disent qu'il n'a pas été à Mexico, c'est ben, parce que c'est l'affaire audio, quoi, hein, l'affaire audio Oui, qui, euh, Sylvia mais Audio, ouais, mais ouais. pour moi, les deux sont pas incompatibles, hein, ça, au niveau calendrier, c'est short, mais c'est pas Mhm. impossible. Tout dépend Mhm. comment il est revenu. Là aussi, c'est troublant, quoi. Enfin bon, c'est un peu bon. Et je pense qu'Audio, Anna, je sais pas si elle vit toujours, elle a toute sa vie, ça a dû, enfin, c'est des gens qui ont été marqués à vie, quoi, par ces choses-là, quoi. Enfin, donc pour moi, il a été à Mexico, ça c'est sûr. Il a été à Mexico. Il a quand même rencontré, alors lui, le quidam qu'on nous présente, il a quand même rencontré Valéry Kostikov, hein, qui était quand même chargé de toutes les opérations subversives de l'hémisphère nord américain, quoi, hein. Donc c'était bon qu'un type de ce niveau-là reçoive, bon, hein, donc quelqu'un qui veut obtenir un visa, bon, je pense qu'il a autre chose à faire, quoi. Il a des subalternes qui sont chargés de faire. Donc
non, pour moi, c'est encore, ça reste encore, il y a des parts d'ombre, hein, il y a des parts d'ombre, c'est... Bon, après, il y a Morley, là, qui a écrit un livre, mais bon, How Men non, et puis l'autre, c'est How Men in Mexico. Bon, c'est dans le cas où il aurait été. Alors, est-ce qu'il aurait été manipulé par des rogue elements de la CIA? Rien n'est impossible parce que bon, c'est. Mais il faut de la consistance pour ça, pour le prouver, quoi. Mhm. Mais ça, on le prouve. Quand bien même ça serait vrai, on ne serait jamais en mesure de le prouver. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est secret, c'est top secret, hein, donc c'est. Voilà. Donc, mais c'est intéressant et ça aide. Enfin, le personnage est très complexe. Enfin, on a quelqu'un qui est présenté comme un demeuré, enfin, quelqu'un d'instable et tout, mais qui a fait des choses dans sa vie, Ah dans oui. sa courte vie, impressionnantes quand Ah même. oui. Mhm. C'est impressionnant ce qu'il a pu faire. Qui doutait de rien, mais qui avait une certaine rigueur, qui était sa rigueur Mhm. dans certains domaines. Et ça aussi, pareil, on n'a pas parlé, mais son journal qu'il a tenu qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a quand même une démarche intellectuelle qui est. Bon, après, qu'il soit frustré, etc., et tout, qu'il batte sa femme, bon, tout ça, oui, ok, mais il faut pas, ça se limite pas à ça. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment quelqu'un comme De Mohrenschildt, Mhm. c'était. Enfin, or, soit le personnage l'amusait, ce qui n'est pas impossible, ou alors, je me demande comment il pouvait captiver, comment il pouvait trouver l'intérêt chez Oswald, quoi. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'on ne connaît pas encore complètement l'individu lui-même. Je pense qu'il y a quand même, alors on connaît la majorité, hein, il ne faut pas exagérer, Mhm. mais il y a des petits détails encore il conservera, je pense à tout jamais, sa part de mystère, quoi. Donc, Mhm. Ah oui, c'est sûr. Monsieur Jack Ruby en a décidé ainsi. Euh, si j'ai bien compris, vous êtes en train de retravailler vos oui. livres pour en ressortir une synthèse un peu de ce que vous aviez fait? Oui, oui, voilà, c'est ça, à la fois sur l'assassinat et sur Oswald, parce que je ne vais pas changer de thématique, hein, mais il y a des choses bon, que j'ai dites, bon, qui étaient, enfin, bon, j'aurais dû dire différemment, on va dire, hein. Donc, je vais marquer un petit peu plus enfin, bien que, je le disais, parce que de toute façon, dans mon deuxième bouquin, de toute façon, pour moi, que Lee Oswald soit coupable, ça ne fait pas l'ombre d'un seul doute, quoi, hein. Donc, D'accord, pour moi, il est coupable, il a tiré, au moins, la balle unique, c'est lui, quoi. Enfin, voilà. Donc, d'accord, voilà, d'accord. ça, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Ok. Alors, Vous avez également un site internet, enfin depuis 20 oui, ans, enfin je ne sais pas si oui, ça fait 20 ans, mais on en c'est reparlerait. ça, c'est ça. Vous aviez pendant quelques années un forum qui a Il été existe. bien utilisé. Il existe toujours votre forum? Oui, il existe toujours. En fait, enfin, j'avais une version, enfin, de site qui est devenue obsolète. Il a fallu que je retape tout. Donc, en fait, j'ai retapé, je crois, je dois avoir 1920 messages, quelque chose comme ça, enfin, qui existent encore sur. Alors, c'est des messages que j'ai ressortis des années précédentes. D'accord, Bon, après, ben, si les gens en éprouvent le besoin, ben, alors, de temps en temps, là, il y en a qui me posent des questions, notamment sur l'arme, etc. et tout. Voilà. d'accord. Non, il existe toujours, hein, c'est toujours la même adresse et il y a ce forum, quoi. Bah, je mettrai d'ailleurs dans la vidéo, je mettrai le lien, hein. Enfin, vous Mhm. pouvez le dire, vous, mais sinon, je mettrai le lien pour votre. Ça n'a pas changé, hein, c'est www.jfk-assassinat.com. Voilà, donc Mhm. Ok, et oui, et puis, je sais que de temps en temps, quand il y a un décès parmi les chercheurs, vous en parlez, ou quand il y a un événement, vous en parlez dans votre site. J'y vais de oui, temps en temps. Mhm. Ouais, c'est oui, bien. alors, voilà. Mais effectivement, là, alors ça aussi, c'est une chose que je me suis tâté pour les réintégrer parce que je pense que je vais le faire parce qu'il y a, il y a certains, ça date d'un moment, quoi, hein. Donc, il y a des gens qui ont disparu depuis, enfin, disons, mais bon, mais c'est peut-être pas inutile de le faire. Voilà. Ok, tout ça c'est très passionnant. Avez-vous quelque chose à ajouter, une anecdote ou quelque chose, une information que vous voudriez, sur laquelle j'ai oublié de vous poser une question et que vous vouliez aborder? C'est une chose que d'habitude qu'on me pose toujours, les fameux témoins qui ont disparu, là, enfin, Ah! voilà, alors il y a un bouquin très intéressant. J'avais rencontré cette dame en 2013 là, qui a écrit un bouquin sur justement euh, comment il s'appelait, qui était sur la Switch Control Tower. Euh,
Celui qui était Ah, dans le tour de contrôle. Bowers, Lee Bowers? Bauer, voilà, Lee Bowers. Lee Hmm. Bowers. Et un petit bouquin, mais vachement convaincant, qui est d'une, enfin, qui est pas très épais, où elle démontre, mais alors au-delà de tout doute, bon, bah, il a eu un malaise, quoi, puis il s'est tué. Donc voilà, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui sont. Alors il y a le cas de Reynolds là qui a reçu une balle. Bon, on ne sait pas de qui. Bon, à mon avis, c'est le seul peut-être possible. Enfin, bon, alors peut-être pour une autre raison, il s'est fait abattre. Mais bon, on a énormément exagéré sur le sujet, quoi. Enfin, donc voilà, bon, il n'y a pas besoin de ça, quoi, hein. Je veux dire, c'est des épiphénomènes. Quand bien Mhm. même ça serait vrai, c'est pas ça qui. Il y a des témoins, il y a beaucoup de témoins qui auraient dû être descendus, hein, notamment. Voilà. Donc, alors il y a des témoins aussi qui ont été négligés, ça j'en ai un peu parlé aussi. D'autres qui ont été trop privilégiés, à mon sens. Je pense à, à Lee Bowers, pas à Lee Bowers, à Howard Brennan, qui Mhm. était, bon, moi je me demande comment il a pu, enfin, pourquoi il n'a pas signalé, parce que quand il dit dans son témoignage c'était quelqu'un qui avait une mine patibulaire, enfin, qui tranchait avec le reste, il avait des policiers autour de lui, pourquoi il les signale pas? C'est comme Arnold Roland qui voit quelqu'un donc dans la partie ouest, qui était d'ailleurs probablement euh, Givens qui était au moment où il est revenu la deuxième fois pour prendre pour manger son sandwich, qui a dû se balader, qui a dû passer devant. Euh, et d'ailleurs, Oswald a pris un risque insensé. D'ailleurs, alors j'ai une thèse aussi. Pourquoi il met l'arme à l'endroit où elle se trouve? Mhm. Je pense qu'il a dû quitter le nid du tireur, l'arme à la main, parce que s'il avait rencontré quelqu'un, ben, il l'aurait abattu, quoi. Enfin, donc, je pense il aurait continué et il la met à cet endroit, bon, au bout du machin. Parce que je me demandais, mais pourquoi il l'a amené jusqu'au bout? Mhm. Je vois ça que comme explication. Et c'est histoire de. D'accord, peut-être, c'est- oui. c'est- Ça se tient parce que personne non plus n'a. On dit, bon, ouais, ben, il l'a mis là, vite fait, en partant. Mais limite, il aurait pu la mettre où soit là, c'est sûr. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi il n'a pas ramassé les étuis, quoi. Enfin, donc voilà, Oui. c'est ça qui est fou, quoi, hein. Voilà, donc, non, non, qu'est-ce que j'avais autre chose sur les témoins? Non, ça me revient pas, mais peu importe. Euh, non, je ne vois plus. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment passionnant de vous écouter. Vous avez tellement de choses à raconter de votre vécu, parce que vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les gens, vous avez lu à peu près tout ce qu'il y avait à lire, et on sent votre passion, et ça, c'est vraiment un grand, grand plaisir de vous écouter. Moi, je vous remercie pour cet entretien qui est vraiment de très grande qualité. J'ai beaucoup apprécié vous écouter, Monsieur No. Et À mon tour de vous remercier, hein, donc puisque c'est la preuve formelle, hein, donc que des gens de caractère, enfin de convictions opposées, hein, donc sont oui, capables de débattre, quoi. oui. Et puis bon, de manière, enfin, responsable et apaisée, surtout. Voilà, donc c'est surtout ça, et ça je tenais à le souligner. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous m'avez proposé cet entretien, j'ai répondu par l'affirmative le plus Et ça m'a fait très plaisir, vraiment. Je aussi. vous en remercie. C'est partagé.